je remercie encore une fois, à chaque fois je le fais, c'est la 3e année que je viens à l'ADN, et le docteur Noureddin Esrat et le docteur Abdellah El Azraq de m'inviter à chaque fois et de me faire confiance. Il y a quelques années, il m'avait repéré à un congrès de la Société française de diabétologie où j'étais absolument, j'étais tombé un peu comme un cheveu sur la soupe et ils sont venus me voir et j'ai été emballé par la qualité de leur invitation. Et donc, je vous remercie encore chaque année de me recevoir aussi bien, remarquablement bien. Voilà. Alors, j'ai une particularité, oui, je suis le cardiologue et à temps plein d'un service de diabétologie, ce qui est totalement unique à Paris, en France, et dans un quartier très particulier qui me rapproche nécessairement du Maghreb, puisque je travaille à l'hôpital Lariboisière à Paris, en plein Paris, dans le 10e arrondissement, et dans un quartier qui s'appelle Barbès. Et à Barbès, évidemment, la représentation est plus proche du Maghreb que de la Suède ou de la Norvège. Donc, j'ai une relation étroite avec le Maghreb, et donc avec vous, si vous me le permettez. Et oui, j'ai fait le choix, il y a quelques années, de m'impliquer dans la prise en charge, dans le soin des plaies de pied diabétiques. Inéluctablement, quand on travaille dans un service de diabétologie, on ne peut pas faire autrement que d'être confronté aux plaies de pied diabétiques. Et vous le savez, c'est extrêmement compliqué de les prendre en charge, et ce pour 2 raisons. D'abord parce qu'ils arrivent souvent dans des états catastrophiques, des infections et qui vont conduire à l'amputation. Et pourquoi je trouve que c'est difficile? C'est difficile parce que les choix de traitement sont compliqués et que vous avez affaire à des spécialistes dont vous avez besoin, et le radiologue osseux et le radiologue vasculaire et surtout le chirurgien, et que tout ce monde-là est pris par ses propres activités et le pied diabétique est accessoire dans leur activité. Et pourtant, nous avons affaire à des patients d'une gravité extrême. Et je vais essayer de vous expliquer rapidement ce matin comment il est probablement, et mon titre est un peu provocateur, il est possible pour des diabétologues de s'affranchir et du radiologue os et du chirurgien dans un certain nombre de circonstances très particulières. Voilà, c'est exactement ce que nous rencontrons à peu près tous les jours dans nos services de diabétologie, des plaies de pied catastrophiques. Ici, un patient pas très âgé, 72 ans, totalement dénutri, à la dérive sur le plan diabétique depuis de nombreuses années, et qui cumule, à côté d'un diabète multicompliqué, de l'insuffisance cardiaque, de l'insuffisance rénale. Ce sont les pires de nos patients. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais d'habitude, ça ne fonctionne pas. Eh bien, si, ça fonctionne, lentement, mais ça fonctionne. Et c'est la fonction cardiaque sous-jacente qui est absolument catastrophique chez ce patient, une dysfonction systolique ventriculaire gauche. Donc, vous avez affaire non seulement à une plaie de pied diabétique, une plaie de pied qui survient sur un pied déjà amputé, c'est dire le caractère catastrophique de la situation, mais tout ça survient sur un terrain complètement débilité et extrêmement inquiétant. Pour illustrer la gravité de la situation, j'ai trouvé, il y a quelques années, il y a 5 ans très exactement, un article dans un hebdomadaire français, le Journal du Dimanche, et j'ai trouvé un entretien avec le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe. Édouard Philippe, la question qui lui était posée portait sur la fin de vie, et il a donné l'exemple, pour illustrer la difficulté d'aborder le sujet et d'y donner des réponses, il a donné l'exemple de son propre père diabétique, et je le suppose diabétique de type 1. Et il raconte cette vie épouvantable, triste et dramatique, catastrophique pour le patient lui-même et pour tout son entourage et pour la société, l'histoire d'amputation itérative que le père d'Édouard Philippe va finir par refuser. Et il le dit très bien, on commence par proposer à mon père à lui couper un orteil, et puis on lui a proposé ensuite de lui couper le pied, et ensuite on lui a proposé de faire l'amputation de la jambe, et là, il a décidé que tout s'arrêtait à ce moment-là. Je trouve que le témoignage est poignant, et je trouve que ça illustre parfaitement nos difficultés de soins de diabétiques multicompliqués et qui présentent des plaies de pied. Dans le monde,
on ampute, c'était rapporté dans le Lancet il y a maintenant près de 20 ans, en 2005, on ampute un être humain, on ampute un être humain toutes les 30 secondes. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, ce n'est pas toutes les 30 secondes, c'est toutes les 20 secondes. Et 90% des amputations, c'est le fait de diabétiques multicompliqués qui sont admis pour des plaies de pied. La moitié de ces plaies de pied sont infectées et un quart de ces plaies de pied infectées vont amener à une amputation. Et les plaies de pied sont des marqueurs du pronostic catastrophique de ces patients. Plus de la moitié des diabétiques qui sont admis en hospitalisation pour une plaie de pied ne seront plus là 5 ans plus tard pour raconter comment ils ont commencé leur diabète. Il est possible de prévenir cette catastrophe. Il est possible d'améliorer la situation. Alors évidemment, on peut toujours présenter pour embellir la situation les photographies. J'en ai trouvé il y a quelques mois, les photographies de jeunes femmes avec des amputations de jambes. Et évidemment, si vous le remarquez, vraisemblablement, elles ne sont pas diabétiques. Et c'est des jeunes femmes qu'on ampute pour des maladies osseuses vraisemblablement graves ou dans les suites d'un accident de la voie publique. Non, ce que nous voyons, nous, le plus souvent, c'est ce patient-là, c'est-à-dire un homme ou une femme. J'ai choisi aujourd'hui un homme, mais un homme ou une femme, j'aurais pu choisir une femme. Encore une fois, aujourd'hui, la moitié des patients diabétiques de type 2 sont des femmes. Et puis, ce n'est pas un diabétique de type 2 anodin. Encore une fois, tous les diabétiques de type 2 ne verront pas leur évolution vers une plaie de pied catastrophique. Non. Il s'agit de patients très particuliers, d'hommes de type 2 de la soixantaine, dont le diabète évolue depuis au moins 10 ans, qui ont déjà des complications de microangiopathie, qui sont neuropathes, qui ont plus de pouls, qui sont souvent coronariens, ronfleurs, surtout asymptomatiques, se plaignent de rien, et la plaie de pied est parfois le premier événement grave, et surtout, des patients diabétiques de type 2 négligents depuis de bien nombreuses années. Un diabétique de type 2 qui respecte le diabète et donc qui se respecte lui-même a peu de chances de développer ces lésions aussi catastrophiques. Les plaies de pied diabétiques ne sont pas des anecdotes. Aujourd'hui, en France particulièrement, les hospitalisations pour plaies de pied diabétiques passent largement devant les hospitalisations pour infarctus ou accidents vasculaires cérébraux. Voyez-vous, en France, au cours des dans les 10 dernières années, 20 000 hospitalisations pour plaies diabétiques, à peine 12 000 pour les infarctus, 17 000 pour les accidents vasculaires cérébraux. Et un tiers de ces plaies de pied diabétiques vont nécessiter une amputation. Et je le répète, amputer un membre, c'est une réelle catastrophe dans la vie d'un individu, dans la vie de sa famille, dans la vie de la société. Nous avons fait des progrès totalement considérables dans la prise en charge des patients diabétiques de type 2. Et aujourd'hui, grâce à toutes nos interventions polyfactorielles, en agissant sur l'équilibre glycémique, en agissant sur la pression artérielle, sur le cholestérol, nous avons réussi, grâce à l'utilisation de nouvelles thérapeutiques médicamenteuses extrêmement originales, avec des vertus bien au-delà de l'équilibre glycémique, nous avons réussi à diminuer de 2/3 les complications, la mortalité et la morbidité de ces patients. Et vous voyez, il y a maintenant 30 ans, la mortalité totale des diabétiques de type 2 se situait à 5% environ par an. Aujourd'hui, la mortalité totale est aux environs de 2% annuel. C'est donc une réduction considérable du pronostic. Et vous voyez qu'il y a quelques années encore, quand on n'était pas diabétique, on avait environ, à partir de 55-60 ans, 25 années de vie supplémentaires. Quand on était diabétique, dans les années 80, sa vie était raccourcie de 10 ans. Et
Quand on a une plaie de pied diabétique, comme vous les voyez ici, qui justifie des amputations, et celle-là est limitée, en réalité, ce n'est pas 10 ans de vie en moins au moment où on fait le diagnostic de la plaie de pied diabétique, c'est 15 ans de vie en moins. S'il fallait la preuve qu'une plaie de pied diabétique était un marqueur du pronostic des patients diabétiques, c'est cette diapositive-là qui l'illustre le plus. Et regardez bien, la mortalité annuelle des patients diabétiques de type 2 avec une plaie de pied, c'est environ 15% par an, c'est considérable. Voilà. Et quelle que soit d'ailleurs, excusez-moi, quelle que soit d'ailleurs la présentation initiale, une plaie de pied, quelle que soit sa présentation initiale, est un marqueur catastrophique, un marqueur d'un pronostic catastrophique. D'ailleurs, la mortalité des diabétiques de type 2 avec plaie de pied diabétique, leur mortalité, cette mortalité est supérieure aujourd'hui au cancer. Quand on est amputé, évidemment, excusez-moi. Alors, je ne voudrais pas que ce topo soit d'une noirceur totale. Je le répète, nous avons fait des progrès considérables au cours des 30 dernières années. Quasiment toutes les complications liées au diabète de type 2, toutes ces complications ont été considérablement améliorées par nos interventions. Et globalement, je le répète, nous avons diminué la mortalité de 60%, les infarctus de 60%, les amputations aussi de 60%. La seule complication qui évolue plus lentement, c'est l'insuffisance rénale. Mais ça, c'est, j'allais dire, un peu normal, excusez-moi du terme. Mais nous avons, et c'est la preuve de la qualité de nos soins, nous avons tellement amélioré la qualité de nos soins et des diabétiques que nous leur avons permis de vivre plus longtemps. Donc, quand on vit plus longtemps, évidemment, toutes les complications liées au vieillissement remontent à la surface, excusez-moi, là encore du terme. Chez nous, à la Riboisière, et c'est à peu près le cas pour, j'en suis intimement persuadé pour vous tous, 10% de nos patients hospitalisés, diabétiques hospitalisés, le sont pour une plaie de pied diabétique. Et je le répète, dans la moitié des cas, ces plaies de pied sont infectées. Et quand le pied est infecté en superficie, il l'est également très souvent en profondeur, et ce, jusqu'à l'os. Les amputations représentent 25%, sont justifiées dans 25% de nos patients, et je le répète, la mortalité est considérable. Les amputations sont quasi inéluctables au regard d'un certain nombre de facteurs que j'ai résumés sur cette diapositive. Évidemment, vous êtes un diabétique de type 2 totalement déséquilibré, vous avez plus de 65 ans, comme vous l'avez trouvé sur la première diapositive, vous êtes insuffisant cardiaque, vous êtes insuffisant rénal chronique, vous avez une artériopathie à la fois proximale et distale, vous avez un déséquilibre glycémique permanent, le risque d'être amputé quand vous êtes admis pour une plaie de pied diabétique est considérable. Et vous voyez sur cette diapositive le nombre des intervenants pour pouvoir sauver le patient, éventuellement son membre, est absolument considérable. Depuis son admission aux urgences d'un hôpital, puisque c'est très souvent par ce mode d'entrée en hospitalisation, jusqu'à sa sortie, il n'y a pas moins de 30 spécialistes à mettre autour du pied. Et le pied, je le répète, est encore un marqueur majeur de sévérité de ces patients. Je ne rentre pas dans la physiopathologie. Deux éléments absolument indispensables doivent être retenus, l'artériopathie et la neuropathie. Ça, c'est le lit de la plaie de pied diabétique grave. Voilà. Cette image-là illustre parfaitement la sévérité de l'artériopathie. Vous voyez, très souvent d'ailleurs, les axes proximaux sont libres, de bonne qualité, et c'est en dessous du genou que tout se passe. Et vous voyez, là où vous devez avoir 3 axes de jambes et un lit dorsal et plantaire d'excellente qualité, vous avez affaire à des artères totalement mitées et évidemment qui explique la baisse de perfusion considérable. Quand vous ajoutez à l'artériopathie distale, vous ajoutez la microangiopathie, évidemment,
plus grand-chose du bout des orteils et du pied est correctement vascularisé. Ici, vous avez une vascularisation normale, physiologique du pied avec une artère tibiale antérieure qui donne une pédieuse, une artère tibiale postérieure qui donne une belle rétromalléolaire. Et vous le voyez sur la... alors, c'est plus compliqué. Sur l'image en bas à gauche, vous voyez donc une très belle vascularisation plantaire et dorsale. Et puis voilà, sur l'image de droite, vous avez ce que nous recevons classiquement, un patient qui est déjà au stade, qui a une plaie de pied d'orteil, d'un 5e orteil gauche, qui est déjà au stade de nécrose. Et on comprend sur les images d'artériopathie, d'artériographie faites à ce moment-là, vous voyez que quand vous comparez une artériographie distale chez un sujet non diabétique en bonne santé et que vous comparez les images d'artériographie distale chez ce diabétique de type 2, vous voyez bien que le pied est un peu désert de sa vascularisation habituelle. Et lui, comme vous le voyez sur l'image en bas, lui au moins, nous avons réussi à nous limiter à une amputation du seul 5e orteil droit et il a pu quitter le service sans autres gestes plus agressifs. Voilà, et là, sur cette image-là, je vous présente ce que nous discutons, non pas à peu près, excusez-moi, toutes les semaines à notre RCP, à notre réunion de concertation professionnelle, qui réunit et les diabétologues et moi-même, puisque je suis à peu près le seul cardiologue qui s'intéresse aux pieds diabétiques, nos collègues infectiologues et nos collègues microbiologistes. Et grâce à eux, nous arrivons à définir les choix thérapeutiques les plus efficaces pour nos patients. Vous le voyez ici en haut à gauche, une patiente dont on discute pour une ostéite, pour une inflammation de l'orteil, qui a clairement une ostéite d'une 3e phalange. À côté, un patient auquel nous avions fait une amputation quelques mois auparavant et qui se présente avec une nécrose du 3e orteil et l'absence de cicatrisation correcte de la zone d'amputation initiale du 4e orteil. Vous voyez la gravité de la pauvreté de la vascularisation de ces orteils. En dessous, un patient qui se présente pour une nécrose orteil. Voilà, nous discutons tout ça et je vous montre ce que nous faisons. Nous discutons tous ces patients en ayant en main évidemment le tableau clinique, évidemment une photographie du pied, évidemment les résultats d'une radio osseuse, et la radio os standard est très largement suffisante, une artériographie, et je vais insister là-dessus, et tout cela nous permet de décider si oui ou non nous faisons une biopsie, si oui ou non nous faisons une amputation. Alors je vais vous montrer, alors j'espère que ça va fonctionner. Et pour ça, je vais vous montrer ce que nous faisons dans le service pour nous affranchir du radiologue os qui habituellement est le spécialiste que nous contactons pour faire des biopsies osseuses, pour faire le diagnostic microbiologique du germe responsable de l'infection profonde du pied. Et nous avons mis au point une technique de biopsie osseuse au lit il y a maintenant 6 ans parce que nous étions trop dépendants du radiologue qui nous renvoyait à des rendez-vous bien trop loin par rapport au diagnostic de la plaie de pied diabétique. Dans la très grande majorité des cas, je vous le concède, l'ostéite du pied diabétique n'est pas une urgence, mais malgré tout, des rendez-vous à 3 semaines ou à 1 mois, à titre personnel, je considère que c'est excessif. C'est un délai excessif. Et donc, à la demande de nos collègues microbiologistes et infectiologues qui exigeaient des preuves microbiologiques des infections qu'ils allaient traiter par une antibiothérapie qui peut se révéler particulièrement efficace, mais qu'ils refusaient, j'exagère un peu, il faut le mettre entre guillemets, d'instaurer sans preuve, nous nous sommes lancés dans la biopsie osseuse au lit. Et nous l'avons fait parce que nous avons été aidés par nos radiologues qui nous ont expliqué comment ils faisaient en radiologie, en salle de radiologie. Sauf que le radiologue, comme d'ailleurs le chirurgien peut le faire, la biopsie osseuse
le geste est fait sous le contrôle de la vue. Le radiologue le fait sous scopie, le chirurgien le fait après l'ouverture de la plaie et voit l'os qu'il prélève. Je répète, c'est fait sous le contrôle de la vue. Eh bien, nous avons décidé que nous allions le faire à l'aveugle. Et la vidéo dure 2-3 minutes. Vous voyez, c'est un patient qui vient, un pied de Charcot d'ailleurs, un patient qui vient pour une plaie chronique de la voûte plantaire. Sur le cliché radiologique, vous voyez qu'il y a probablement des remaniements de l'arrière-pied. Alors là, ça bloque, je ne sais pas pourquoi. Toujours comme ça. Je suis maudit. Ça va redémarrer. Je ne vais plus toucher à quoi que ce soit. Voilà, une plaie de pied chronique. Hein. Et puis, tout ça est fait dans la chambre. Nous nous installons de façon totalement chirurgicale. Nous faisons une prémédication par du paracétamol, de la morphine, un sédatif type Atarax. Voilà, vous voyez, c'est une de nos chambres d'hospitalisation. Le patient est installé. Nous avons un matériel préparé, une liste immuable, entre guillemets, une liste du matériel dont nous avons besoin. Et nous réalisons le geste, je le répète, de façon chirurgicale. Vous voyez, ma collègue s'habille comme si elle était au bloc opératoire, comme si elle était en salle d'opération. Nous lavons le pied sur des champs stériles. Voilà. Nous désinfectons à la bétadine. Nous faisons une anesthésie locale à la lidocaïne. Nous faisons une anesthésie inhalatoire par protoxyde d'azote. C'est le patient lui-même qui tient son masque, ce qui nous permet de savoir s'il est encore suffisamment conscient pour qu'on puisse intervenir sans difficulté. Nous pratiquons l'anesthésie locale. Et puis, nous nous installons pour faire le geste de prélèvement osseux. Et regardez bien, on n'est pas au bloc opératoire. Le patient, je le dis à chaque fois à mes collègues, il faut demander aux patients de retirer leur pyjama. Ils ne le font jamais. Mais nous installons tous les champs de sorte que toute la zone d'intervention est placée en conditions chirurgicales stériles. Vous avez le matériel présent, installé, voilà, le trocard. Évidemment, nous expliquons aux patients avant la procédure comment va se dérouler la procédure. Vous voyez, ma collègue a mesuré de sorte que nous nous trouvons, comme ce sont les recommandations, à au moins 2 cm de la plaie. Et vous voyez, à l'aveugle, à la sensation, nous faisons pénétrer le trocard au travers de la peau du tissu mou jusqu'à l'os, et puis on enfonce. Et regardez bien, le pied ne bouge pas. Et le pied ne bouge pas parce que mon interne lui maintient le pied. Il ne bouge pas parce que le patient ne sent rien. Alors ça, c'est l'avantage, entre guillemets, là aussi, excusez-moi du terme, de la neuropathie diabétique, c'est que vraiment la sensibilité est tellement faible, sinon annulée, que ça nous aide considérablement. Mais vous voyez, tout ça se passe dans le calme, le patient est conscient, nous lui parlons en permanence de ce que nous faisons, chaque étape est détaillée, et regardez, voilà, vous introduisez en fait ce qui va vous permettre de former l'os. Vous voyez, c'est ferme, c'est précis. Personne jamais ne nous avait montré comment il fallait faire. Hein. Les radiologues nous ont expliqué ça sur un coin de table à la cafétéria il y a 6 ans. Je vous donne ma parole d'honneur. Je vous donne ma parole d'honneur. Voilà. Et vous allez éjecter, grâce au guide, vous allez éjecter le petit bout d'os qui a été prélevé. Alors, une fois, vous allez voir comment on l'éjecte. Alors, on peut l'éjecter. Parfois, on fait un pli, on éjecte le petit bout d'os, mais en fait, en réalité, on fait comme ça, on pousse et on met dans l'alico stérile. Une fois, une seule. Aujourd'hui, nous faisons, voilà, le petit bout d'os est dans l'alico. Vous voyez, il fait 2-3 mm de long, à peine 1 mm de large.
Nous faisons systématiquement 3 prélèvements. Voilà, à la fin de la procédure, voilà, une infirmière passe après nous pour refaire le pansement et systématiquement, nous faisons une paire d'hémocultures. Et le résultat pour ce patient-là, c'est 3 prélèvements positifs à un seul germe, un Streptococcus dysgalactiae, ce qui nous a permis de traiter ce patient et d'obtenir la guérison de ce patient. Alors, c'est dans quel sens? C'est comme ça. Voilà, ça c'est la taille du prélèvement. C'est même pas c'est plus petit qu'une goutte de solution aqueuse de perfusion de glucosé. Voilà, ça fait 2 à 3 mm et ça nous permet de faire le diagnostic. Et vous voyez, j'ai illustré là comment nous procédons. Nous faisons toujours au moins 3 prélèvements parce que comme nous le faisons à l'aveugle, nous ne pouvons pas être certains d'être dans la zone qui nous intéresse, la zone d'ostéite. Et en réalité, quand on fait 3 prélèvements, dans la grande majorité des cas, 2 prélèvements sur 3 sont positifs. Vous voyez, si on n'en faisait qu'un seul, on aurait très bien pu juste retenir celui qui est négatif. C'est pour ça que nous en faisons 3. Et je vais illustrer la qualité de ce geste-là. Et nous avons aujourd'hui pratiqué plus de 300 biopsies. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Dans l'éjection du petit bout d'os, une seule fois, il m'est arrivé de coller le petit bout d'os sur le mur de la chambre parce que j'ai poussé tellement fort que le petit bout d'os a rebondi dans l'hélico et il est allé se coller sur le mur en face. Mais ça nous est arrivé une seule fois. Et regardez bien ici, c'est l'illustration de ce que je dis. C'est un mal perforant plantaire qui traîne sur un pied de Charcot, qui traîne depuis des mois. C'est une autre patiente. Regardez bien, quand on la découvre, en réalité, elle n'a pas encore d'ostéite. C'est au mois de novembre 2017. Et puis, un mois plus tard, elle revient parce que sa situation ne s'améliore pas. Le pied est douloureux, il est chaud. Et cette fois-ci, regardez bien, vous repérez la destruction et de la phalange et de l'extrémité distale du métatarsien, du 4e métatarsien. Nous faisons la biopsie osseuse à l'aveugle, et ce n'est pas évident de le faire à l'aveugle ici sur ce pied. Eh bien, quelques mois plus tard, vous voyez, 1 an plus tard, ça a cicatrisé. Voilà, ça c'est l'image initiale. Ça, c'est quelques mois, 1 an plus tard. Et regardez bien, j'ai résumé ici sur cette diapositive. Voilà le pied. J'ai vraiment du mal. Voilà le pied et l'ostéite. Et 4 ans plus tard, regardez bien, tout a cicatrisé et il s'est même produit une synostose entre le métatarsien et la phalange. J'avais juré que l'évolution se ferait dans ce sens-là et qu'après l'antibiothérapie adaptée à un germe, excusez-moi, à piocyanique, une infection monomicrobienne, j'avais juré, parié qu'elle reconstruirait de l'os. C'est exactement ce qui s'est produit. Ça veut donc, c'est la preuve que, en tout cas dans ce cas précis, le traitement de l'ostéite permet la cicatrisation et évite l'amputation parce que une antibiothérapie à l'aveugle aurait pu conduire à un échec et à l'amputation de l'avant-pied au minimum. Voilà, ça c'est pour rappeler que eh bien, 10% de nos hospitalisations conventionnelles en diabétologie sont le fait de plaies de pied diabétiques, que nous pratiquons une fois sur 4, nous pratiquons une biopsie osseuse au lit et que notre rendement est d'environ 60%. En réalité, c'est le chiffre sur les 6 années d'activité pleine. Et aujourd'hui, notre taux d'efficacité est proche de 80%, au-delà de 80%. Et vous voyez, notre activité a baissé au moment du Covid et nos performances se sont améliorées au cours du temps. Et nous avons publié ça. Nous avons publié cette activité sur environ plus d'une centaine de patients et nous avons comparé nos résultats de biopsie osseuse au lit à ceux des biopsies pratiquées par le chirurgien. Et
la réalité est la suivante. La première, c'est que nous arrivons à chaque fois à prélever de l'os parce que nous faisions une analyse histologique de chacun de nos prélèvements. À chaque fois, nous avons prélevé de l'os. Nous n'avons eu aucune complication locale et en termes de contamination, puisque tout est fait en dehors du bloc opératoire, on pouvait imaginer que nous aurions un taux de contamination supérieur aux chirurgiens. Nous avons des taux de contamination parfaitement comparables aux chirurgiens. Par conséquent, je vous encourage à apprendre notre technique de biopsie osseuse au lit. Et puis, je termine, si vous m'accordez 2 minutes. 2 minutes. Je termine par ce que nous avons été obligés de faire, c'est-à-dire les amputations au lit. Alors, évidemment, pas d'avant-pied, pas de jambes, mais de ces orteils nécrosés. Et voilà ce que nous faisons depuis quelques années, depuis 5-6 ans. Et voilà le résultat. C'est une amputation que j'ai faite dans la chambre du patient. Et évidemment, il était parfaitement d'accord, dans les mêmes conditions que nous faisons les biopsies osseuses. Et voilà ce que nous faisons tous les jours, des nécroses d'orteils que les chirurgiens ne veulent pas opérer ou qu'ils refusent, et pour lesquels ils refusent, des patients pour lesquels ils refusent des amputations limitées et pour lesquels nous faisons des amputations limitées parce que sinon, on nous propose systématiquement des amputations transtibiales. Or, la vie n'est pas la même quand on a une jambe en moins ou quand on a sa jambe valide. Et voilà, ça aussi, c'est une amputation que je fais au lit avec l'accord du patient. Et vous le voyez, il finit par cicatriser et il garde sa jambe. Là aussi, autre exemple, s'il le fallait, un patient grave, insuffisant cardiaque, une nécrose d'orteil, une vascularisation épouvantable, et nous faisons l'amputation. Je fais, excusez-moi, parce qu'il y a à peu près que moi qui fais les amputations. Et vous voyez, et ce patient, c'est la photo la plus récente, mais je l'ai croisé à la consultation il y a 15 jours, 3 semaines, il était sur ses 2 jambes. Voilà, on fait aussi des nécrosectomies de talons, et on arrive, comme vous le voyez en bas à droite, à sauver le membre. Nous faisons à peu près chaque année 10 amputations pour des nécroses isolées d'orteils. Et je termine en rappelant une chose fondamentale. Parce que nous avons à la Lariboisière un hôpital avec un service de radiologie vasculaire, nous faisons systématiquement des artériographies et il faut faire des artériographies systématiques à ces patients. C'est le meilleur moyen de faire de l'anatomie. Je ne suis pas un grand adepte de l'écho-doppler artériel des membres inférieurs qui m'apporte assez peu d'informations. Le bout des doigts et mon stéthoscope me suffit. L'artériographie me permet de faire un détail anatomique précis et derrière un geste de revascularisation. Et d'ailleurs, on a montré que les revascularisations de ces pieds permettaient d'améliorer considérablement le pronostic. Donc, entre la revascularisation et l'antibiothérapie adaptée, nous pouvons sauver beaucoup plus de pieds. C'est ce que nous avons montré récemment à l'ADA. Et je vais terminer là-dessus, si vous le permettez. Malheureusement, chacun de nous va un jour quitter cette terre pour un autre endroit que je ne connais pas encore. Nous partirons tous les pieds devant et, excusez-moi cette plaisanterie probablement de mauvais goût, mais qui illustre mon propos. Et pour certains diabétiques, ce n'est pas les pieds devant, c'est les pieds avant et il est temps et largement temps d'éviter cela. Et enfin, je termine par, avant le chirurgien, n'oubliez pas, c'est la clinique qui tranche, le chirurgien arrive après dans les situations les pires. Voilà, excusez-moi, je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci beaucoup de votre courage et vos aventures aussi en tant qu'archéologue. Merci. Bon, je pense qu'une seule question, parce que le temps presse quand même. Merci, M. Kevorkian, pour cette présentation, cette belle présentation d'art pratique. Soyez le bienvenu toujours à l'ADN. Vous êtes toujours le bienvenu. J'ai 2 petites questions d'ordre pratique. Pour la confirmation de l'ostéite, est-ce que vous demandez l'IRM ou la scintigraphie marquée leucocyte? La deuxième question, les bactéries les plus fréquentes rencontrées et la durée de traitement. Merci. Oui, bien sûr. La mise en décharge, dit notre collègue, évidemment. Et les gestes de revascularisation, mais vos 2 questions sont extrêmement pertinentes. La première, non, nous ne faisons pas d'IRM, nous ne faisons pas de scintigraphie marquée, parce qu'encore une fois, la radiographie simple et notre geste de biopsie osseuse nous permet de nous affranchir de ces explorations. Et je comprends parfaitement que dans d'autres services où il est encore une fois difficile d'atteindre le radiologue et donc la biopsie osseuse, il est raisonnable de pratiquer l'imagerie pour essayer de
concentrer ces choix diagnostiques et thérapeutiques sur les patients qui semblent avoir une ostéite. Chez nous, les patients semblent avoir une ostéite, mais nous avons un moyen simple de débrouiller le problème. Quant à la question du type de germe, évidemment, le plus rencontré, c'est le staphylocoque doré. Clairement, c'est l'essentiel. Et c'est pour ça qu'il y a encore pas très longtemps, une de nos collègues nous faisait remarquer que dans le fond, bon, très bien, la biopsie osseuse, c'est très intéressant, mais comme dans la majorité des cas, c'est du staphylocoque doré, et ben, elle commence par traiter à l'aveugle le staphylocoque doré, et puis après, en fonction de la réponse, elle élargit l'antibiothérapie. Je trouve personnellement, convaincu par mes collègues infectiologues et microbiologistes, que c'est quand même une démarche trop limitée, vraiment. Donc, je me bats pour qu'on ait un diagnostic microbiologique et je vous assure, on sauve beaucoup de pieds parce que dans un bon nombre de cas, c'est des bacilles gram négatifs et parfois des germes, des ostéites polymicrobiennes à germes multirésistants. Quant à la durée, si vous permettez un mot, quand je dis qu'il faut faire des biopsies osseuses, quand je dis qu'il faut faire des amputations très limitées, je voudrais que vous preniez conscience qu'en réalité, c'est une affirmation qui repose sur pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'y a pas de grande étude qui fasse la démonstration que tout ça sert réellement à quelque chose et qu'on n'aboutira pas dans le fond, systématiquement, très rapidement ou à moyen terme, à une amputation de membres. Donc, je ne peux pas non plus, excusez-moi, vendre ce que je viens de vous présenter comme la panacée de la plaie de pied diabétique. Non, loin de là. Je sais dire seulement que nous savons le faire, que ça nous aide tous les jours pour nos patients. Je crois qu'il est largement temps de faire un grand travail pour juger de l'intérêt de ce type de procédure d'intervention. Et enfin, donc, je termine par la durée de l'antibiothérapie. Nous faisons 6 semaines, mais la tendance générale est au raccourcissement et l'équipe de Lille, dirigée par le professeur Senneville, qui nous a beaucoup aidé d'ailleurs dans l'élaboration de notre article, Eric Senneville a initié un protocole thérapeutique, une étude randomisée de comparaison justement de différentes durées d'antibiothérapie. Pour l'instant, nous restons à 6 semaines. Je vous remercie tous.